Et à 8h, le journal de Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin. Le tour de vis du gouvernement sur la prime à la conversion. Fini les vieux diesels, les voitures chères, certains SUV. On fait le point sur les nouvelles règles qui entrent en vigueur aujourd'hui dès le début de ce journal. Il salue l'action de ces services qui viennent de déjouer un attentat. Mais Christophe Castaner est plus que jamais dans la tourmente sur fond d'affaires Steve à Nantes. Dans ce journal également, le vin bleu corse était une arnaque. La primaire démocrate qui se durcit aux États-Unis. Et puis une octogénaire au championnat du monde de CrossFit. Accrochez-vous, on sort les haltères. Europe 1. Ça y est, si vous vous décidez ce matin à changer votre vieille voiture polluante pour un modèle plus récent et plus propre, il vous sera plus difficile de percevoir la prime à la conversion. Ces nouvelles règles entrent en vigueur aujourd'hui et très clairement, Olivier Samin, ça va devenir moins intéressant. Des primes moins généreuses qui ne pourront être versées que pour l'achat de véhicules plus propres que jusqu'à présent et qui seront concentrées en priorité sur les ménages modestes. Voilà ce qui change à partir d'aujourd'hui. Désormais, le droit à la prime n'est plus lié au caractère imposable ou non du bénéficiaire. Il s'appuie sur le revenu fiscal de référence qui apparaît sur votre avis d'imposition, ce qui aboutit au fait que la moitié des ménages les plus riches ne peuvent plus y prétendre. S'agissant des véhicules, la prime ne marche plus pour l'achat de diesel d'occasion alors que c'était encore possible pour certains diesels jusqu'à hier soir. Quant aux voitures essence, certaines motorisations en sont désormais exclues du fait de leur émission de CO2 trop élevée. Ça concerne les voitures qui émettent plus de 117 grammes par kilomètre. Exclues également les voitures dont le prix d'achat est supérieur à 60 000 €. Le but de tout ça, on le devine, c'est de limiter le coût pour le budget de l'État. Il faut dire que le succès de la prime à la conversion a dépassé les prévisions. Le but est aussi d'encourager davantage l'achat de véhicules électriques. Pour eux, la prime peut aller jusqu'à 5 000 €, soit un montant 2 fois plus élevé que jusqu'à présent. Olivier Samin du service économie d'Europe 1 et justement c'est bien ce que salue l'AVER, l'association pour le développement de la mobilité électrique en France. Son président Joseph Beretta était votre invité Pierre tout à l'heure à 7h15. On dépasse légèrement les 2% du parc. Et quand je regarde les nombres de primes à la conversion demandées pour un véhicule électrique, elles sont à 5%. Vous voyez, donc je pense oui, ça va les doper, puisque finalement, ceux qui bénéficient de la plus forte prime à la conversion, c'est les électriques et les hybrides rechargeables. Aussi bien finalement pour les ménages, les ménages modestes que les autres. Le président de l'AVER, Joseph Beretta. À la une également, Théo, ce matin, 3 hommes mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Parmi eux, 2 détenus radicalisés et un homme parti en Syrie en 2014. Il projetait un attentat, peut-être contre un gardien de prison. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a félicité hier soir le nouveau service du renseignement pénitentiaire, dernier né des renseignements et qui a déjoué le projet. Christophe Castaner, plus que jamais dans la tourmente, car la colère ne retombe pas après l'affaire Steve et le rapport très critiqué de la police des polices. L'opposition demande son départ et même chez les marcheurs désormais, tout le monde ne le défend plus, Aurélie Herbemont. Dans l'opposition, certains réclament sa démission et dans la majorité, tout le monde ne fait pas bloc derrière le ministre de l'Intérieur. Un parlementaire regrette ainsi que Christophe Castaner soit allé hier à Perpignan pour les vitres brisées de la permanence d'un député alors qu'il n'est pas allé à Nantes. Un conseiller ministériel critique sa gestion de la crise des Gilets jaunes et le qualifie de ministre sous tutelle avec la prise en main du dossier Steve par le Premier ministre. Matignon réfute cette interprétation et justifie l'engagement d'Édouard Philippe en première ligne, car c'est un sujet sensible qui touche les Français. C'est au plus haut sommet de l'État d'être mobilisé. Le Premier ministre a d'ailleurs affirmé publiquement hier son soutien à Christophe Castaner, assurant qu'il n'est pas fragilisé. Un conseiller gouvernemental parie pourtant qu'il ne résistera pas au prochain remaniement. Un cadre de la majorité fait le pari inverse avec ce commentaire pour le moins cinglant. Le président n'assume jamais les erreurs de casting. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Plusieurs appels à manifester en mémoire de Steve Caniceau ont été lancés pour samedi après-midi à Nantes. Il faisait fureur à l'heure de l'apéritif sur les tables de certains restaurants. Le vin bleu était en fait une arnaque. On l'appelait le vin de la Méditerranée, boisson alcoolisée d'une jolie couleur turquoise fabriquée en Corse depuis plusieurs années. Un vin tout à fait naturel, prétendaient ses producteurs qui se targuaient d'un procédé de vinification révolutionnaire. Sauf que voilà, le procureur d'Ajaccio vient d'ouvrir une enquête pour pratique commerciale douteuse. Derrière la belle histoire, il n'y avait rien de moins qu'un vulgaire colorant, ce qui est interdit par la réglementation. Jean-Jacques Herry.
C'était un vin bleu venu de la colline, les raisins poussés sur les coteaux de Figari face à la mer en Corse du Sud. Autour du procédé de fabrication, un culte du secret protégé par un brevet, avec des raisins vendangés la nuit, rincés à l'eau de mer, pour un cépage blanc pressé à froid, nourri par des minéraux naturels, des herbes et des algues. Résultat, un alcool léger, apparenté au rosé, mais avec une surprenante robe bleu indigo, une couleur naturelle et inouïe selon ses concepteurs. Sauf que l'histoire était trop belle, car dans la première version du produit, on découvre la présence de E133, un colorant habituellement utilisé pour donner sa couleur au curaçao. Dans la deuxième, du E131, un colorant bleu lui aussi. Or, la législation est très claire, un vin ne doit pas contenir de colorant. C'était pour stabiliser la couleur de la boisson, se défend Sylvain Milanini, son concepteur. Sous forme de sels minéraux, on ne veut tromper personne. Il n'y a rien d'impur ou de nocif, bien au contraire. Et c'est ça qui me révolte. À la décharge de l'exploitant, à aucun moment l'indication vin ne semble figurer sur l'étiquette des bouteilles. Pourtant, toute la communication autour du produit est basée sur ce nom de vin bleu. Et c'est sans doute cela qui sera au cœur de l'enquête ouverte par le procureur d'Ajaccio. Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, la suite du journal de Théo Manval, direction les États-Unis, où la primaire démocrate s'anime pour trouver un adversaire à Donald Trump. À tout de suite. Au nord de la Norvège, le corps nu et mutilé d'une femme est retrouvé au bord d'une falaise. Quand l'inspectrice Sarah Geringen apprend l'identité de la victime, c'est un véritable choc. Une intrigue implacable à l'échelle mondiale. Découvrez Complot, le nouveau thriller de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Cet été, pour 2 livres Pocket achetés, un cadeau offert. Voir modalité en magasin. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites « Il faut que je refasse mes peintures du sol au plafond, ça va en faire des pots de peinture. » Jusqu'au 12 août, on vous propose notre peinture Luxins blanc mat, durable et résistante à 59,90 € le pot de 10 litres. Elle s'applique sur les murs, les plafonds, les boiseries et dans toutes les pièces de la maison. Vous allez en faire des économies. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Soit 5,99 € le litre. 8h06, reprise de votre matinale info avec Pierre Devino. Et la suite du journal de Théo Manval, la primaire du parti démocrate s'anime aux États-Unis. Les candidats débattaient cette nuit à Détroit. Et particulièrement scruté la prestation de Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama est favori dans les sondages, mais sa prestation lors du premier débat avait été jugée décevante. On avait notamment raillé son âge et ses 76 ans. Sonia Dridi, vous avez suivi cette nouvelle joute télévisée et cette fois-ci, Sonia, Biden ne s'est pas laissé faire. Oui, cette fois, Joe Biden était bien plus combatif, mieux préparé. Il avait fait ses recherches sur ses opposants et notamment sur la sénatrice Kamala Harris. Les attaques de la candidate à son égard lors du premier débat l'ont marqué puisqu'il l'a saluée en lui lançant « Sois pas trop dur avec moi, ma petite ». Dès les premières minutes, l'ancien vice-président a critiqué le plan de sa rivale pour une couverture maladie universelle, trop chère selon lui. C'est l'un des sujets les plus importants pour le public. Et pour être tout à fait franc, vous ne pourrez pas battre Donald Trump avec votre double discours sur ce plan. La sénatrice de Californie l'a alors de nouveau attaqué sur ses relations passées avec des ségrégationnistes et Biden était sous le feu des critiques des autres candidats pour ses positions sur l'immigration notamment. Il a alors tenté de mettre en avant son bilan avec Barack Obama, mais s'est fait tacler par le sénateur du New Jersey, Cory Booker. Vous invoquez beaucoup Barack Obama, mais vous ne pouvez pas le faire uniquement quand ça vous arrange. Donald Trump, qui a un boulevard côté républicain, se réjouit de ces divisions entre démocrates. Il a tweeté hier soir qu'aucun des candidats de l'opposition ne pourra rendre à l'Amérique sa grandeur. Sonia Dridi en ligne de Washington pour Europe 1. Il était présenté comme l'héritier de son père. Plusieurs médias américains annoncent la mort d'Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden et qui devait lui succéder un jour à la tête d'Al-Qaïda. Selon le New York Times, les États-Unis auraient participé aux opérations pour l'éliminer. On n'a pas la date de son décès qui pourrait remonter à près de 2 ans. Ces feux de forêt gigantesques en Sibérie, Vladimir Poutine annonce ce matin qu'il va envoyer l'armée pour combattre ces gigantesques incendies qui ravagent cette région depuis des semaines. Selon l'ONG Greenpeace, ils auraient détruit 12 millions d'hectares de forêt. Pierre, ça fait 3 fois la taille de la Belgique. Vertigineux. On prend à présent la route des vacances. Les Hauts-de-France ont de plus en plus la cote. On y pense peut-être un peu plus pour aller chercher le frais en ces périodes parfois caniculaires, mais depuis une dizaine d'années, en fait, la région constate une hausse constante de l'activité touristique, portée par les commémorations autour du centenaire de la Première Guerre mondiale récemment, mais plus largement par une vraie richesse culturelle. Jean-Gabriel Bourgeois.
L'emblématique carillon du célèbre beffroi d'Arras, désigné monument préféré des Français en 2015, ce n'est pas uniquement ce qui attire les touristes du monde entier. Jacqueline et Abdel viennent de Narbonne. On habite dans le sud, il fait trop chaud, on vient chercher un petit peu de frais. On est étonné par l'architecture, c'est joli, hein. On ne connaissait pas le Schnorr. On a fait les centres miniers, on a fait les sites de la Première Guerre mondiale, on veut faire après Notre-Dame de Lorette. C'est vrai que les Hauts-de-France ont profité des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, plus 80% de visiteurs australiens l'année dernière. Et aujourd'hui, on veut voir jusqu'en Asie. Frédéric Le Turc est le président du Centre régional du tourisme. On est parti depuis ces dernières années à la conquête des publics chinois, des publics indiens, qui sont des pays en pleine explosion. Quand ils repartent chez eux, ils publient sur leurs réseaux sociaux tout ce qu'ils découvrent. C'est un véhicule de communication d'une puissance extraordinaire qui ramène ensuite du public ici. La région mise aussi sur le cinéma. Une star de Bollywood est venue il y a quelques semaines tourner un film indien et les Hauts-de-France espèrent des retombées prochainement. Arras, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1. On termine avec les championnats du monde de CrossFit qui débutent aujourd'hui aux États-Unis. Tendez bien l'oreille. Le CrossFit, c'est ce sport à haute intensité très à la mode, où on enchaîne les tractions, les pompes, les levées de poids le plus vite possible. Vous pourriez penser que c'est réservé aux jeunes. Eh bien, détrompez-vous. Dans l'Allier, Raymonde, 80 ans, pratique assidûment la discipline. Elle a même tenté de se qualifier pour ces mondiaux, Cyril de la Morinerie. Depuis qu'elle a découvert le CrossFit il y a 8 mois, Raymonde ne peut plus s'en passer. 2 fois par semaine, cette octogénaire se rend dans la salle de sa commune à Creuzier-le-Vieux, où elle enchaîne les levées de poids et les courses fractionnées pour son plus grand plaisir. Ça me permet de garder la forme, la souplesse, de m'apporter un peu de force. Faut faire un effort, mais enfin, c'est pas plus difficile qu'autre chose. Et Thomas, l'entraîneur de Raymonde, n'en revient toujours pas de ses progrès. L'évolution qu'elle a est impressionnante parce qu'en fait, elle retrouve une certaine autonomie, des gestes qu'elle ne faisait plus. Elle se met à sauter, elle se met à recourir, elle se met en appui sur les mains. À tel point que Raymonde, compétitrice dans l'âme, a décidé de tenter les qualifications pour les mondiaux de CrossFit. Seuls 4 octogénaires dans le monde se sont lancés dans la compétition. Mais Raymonde a trouvé ses championnats du monde déséquilibrés, car la catégorie senior débute à partir de seulement 55 ans. Certaines épreuves étaient difficiles. Il y avait des trucs où il y avait trop de poids pour moi, qu'il n'y avait pas de qualification pour les gens au-dessus de 75 ans, au moins. Moi, 55 ans, j'en aurais fait 10 fois plus. Et du coup, Raymonde a échoué, mais elle promet de retenter sa chance l'an prochain. Quant à arrêter le CrossFit, jamais, car comme dirait Raymonde, c'est mieux que la maison de retraite. Il faut lui créer une catégorie, s'il vous plaît, au prochain championnat du monde. C'était Cyril de la Morinerie. Never stop the CrossFit. Merci, c'était le journal de Théo Manval.